au menu ce soir, c'est Jared Garay, qui est aussi CEBAP, aussi directeur des sections de l'engagement des membres IBA globalement. Puis on est très chanceux de l'avoir. C'est une étude super occupée. C'est un ardent défenseur du EBA et un évangéliste de notre profession en analyse d'affaires. Plus que 25 ans dans le métier d'expérience en affaires, surtout le secteur de détail et d'énergie. Je ne suis pas surpris parce que Jared vient de Calgary. Puis Jared, il a un bac en art, en français de l'Université de Calgary. Et ce soir, il va nous faire une présentation en français de Calgary. Fait que on a très hâte de t'entendre, Jared. Jared a déjà présenté ici à Montréal en 2019. Puis à ce moment-là, on était à l'édifice de CGI sur boulevard René Lévesque. Puis c'était Salcombe encore. Puis ce soir, on est aussi à Salcombe. Fait que très, très content d'avoir Jared avec nous. Fait que soyez attentifs. Puis the floor is yours, Jared. Oh, mais merci beaucoup, Georges. Un instant, je dois partager mon écran. C'est beau. C'est beau? Oui. Mais merci beaucoup. Même, je dois vous admettre que le trajet en avion vers Montréal pour ce voyage était beaucoup plus court que la dernière fois que je vous ai rencontré. Mais j'espère que nous pourrons bientôt nous réunir en personne. Je m'appelle Jared Garay et depuis presque 5 ans, je suis directeur des sections de l'engagement des membres à IIBA. Comme Georges vous avait expliqué, auparavant, j'étais analyste d'affaires stratégique et je travaillais pour une entreprise d'énergie ici à Calgary. Mais si vous étiez présente en 1919, lorsque j'ai parlé à la section, vous vous souviendrez peut-être à quel point je déteste mon accent français. Ah bon, la vie continue. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'avenir de l'analyse d'affaires et plus particulièrement de la direction que nous prenons. Si vous vouliez venir faire le tour, vous verrez que je ne parle plus des gens comme des analystes d'affaires, mais plutôt comme des professionnels de l'analyse d'affaires. Nous allons déballer cela un peu lors de notre voyage ce soir. Qu'y a-t-il à l'ordre du jour de ce soir? Commençons par le cœur de l'analyse d'affaires et comment les fondamentaux sont à la base de tout ce que nous faisons en tant que praticien. Nous parlerons ensuite de l'importance des données, et de la façon dont les organisations s'orientent vers des décisions basées sur les données. Nous aborderons certaines des recherches que nous avons effectuées sur la façon dont l'analyse d'affaires est essentielle sur les initiatives de données. Ensuite, nous discuterons de la façon dont la capacité de s'adapter aux situations est si importante dans nos rôles. Nous sommes des agents de changement et nous devons changer. Nous allons passer au risque qui est partout. Y sommes-nous préparés et sommes-nous à l'affût? Et pour couronner la soirée, nous passons en revue mes perspectives sur l'avenir de l'analyse d'affaires. Où est-ce que nous devons nous concentrer et qu'est-ce qui est important pour nous en tant que profession? Êtes-vous prêts pour le début du voyage? Allons-y. L'analyse d'affaires est définie dans le guide Babak, comme vous pouvez le voir sur l'écran, mais il y a 3 éléments critiques de cette définition qui, à mon avis, ne changent jamais.
La définition des besoins est la première partie. Nous cherchons à comprendre les problèmes ou les opportunités que nous cherchons à corriger ou à développer. Pour ce faire, nous devons comprendre les besoins de l'organisation. Mon Dieu. Recommander des solutions fait partie intégrante de notre succès. Je me souviens d'avoir entendu dire que les analystes d'affaires ou les praticiens de l'analyse d'affaires ne prennent pas de décision. Mais je pense que nous pouvons recommander des plans d'action. Qui de mieux pour déterminer l'organisation que quelqu'un qui a analysé les options et compris les objectifs de l'organisation. Lorsque j'ai travaillé pour cette entreprise d'énergie avant de rejoindre IEBA, je cherchais toujours 3 options potentielles pour résoudre un problème. Je recommanderais que l'un d'entre eux serait une meilleure option et décrirait les avantages et les inconvénients de chaque option. Les parties prenantes et moi-même aurions une discussion sur les recommandations et nous collaborerions pour élaborer notre plan d'action. Parfois, ma recommandation n'était pas choisie et lorsque cela se produisait, mon plan d'action était de rendre cette option aussi réussie que possible. Mais la troisième composante de l'analyse d'affaires consiste à fournir de la valeur. Mon mandat a toujours été que si je n'apporte pas de valeur, pourquoi le fais-je? Les organisations ont une grande liste de choses potentielles qu'elles pourraient faire. Pourquoi permettre que quelque chose se produise qui n'apporte pas de valeur? J'ai mis un terme à pas mal de projets pour cette raison. Vous remarquerez que dans cette définition, il n'y a aucune mention de système ou de la technologie, et bien qu'il soit fréquemment utilisé pour résoudre des problèmes, un problème n'a pas toujours besoin d'un système ou d'une technologie. La plupart des organisations pensent que l'analyse d'affaires est centrée sur les changements informatiques. Mais l'un de mes projets préférés était de faire des aménagements de sol pour les 6 bâtiments que nous devions nous assurer que nous utilisons notre immobilier aussi efficacement que possible. La seule technologie impliquée était la base de données des employés et les dessins informatiques des plans d'étage. Il s'agissait d'un train et non de ce qui était en train de modifier. Ainsi, pour récapituler, il s'agira toujours de comprendre les besoins, que ce soit au niveau de projet opérationnel ou stratégique. Nous en reparlerons un peu plus tard. Nous devons définir et recommander des solutions qui résolvent le problème et pas seulement les symptômes. Nous sommes si doués pour aller à la racine du problème et nous devons continuer à le faire. Mais la création de la valeur est tellement importante. Comme je l'ai dit plus tôt, si nous ne créons pas de valeur, nous devrions vraiment nous concentrer sur autre chose. Travailler avec l'entreprise pour s'assurer que la valeur est fournie est indispensable. Sans la valeur, sans emploi. Mais avec l'évolution de l'analyse d'affaires, pour la plupart, considéré comme un travail de projet. Et je pense que la plupart des praticiens ont passé au moins la majorité, sinon la totalité, de leur carrière sur les projets, de sorte que ce concept est compréhensible. Cependant, l'analyse d'affaires se produit également en dehors des projets, dans les opérations,
pour une solution de rupture, nous devons comprendre ce qui s'est passé et comment nous allons résoudre le problème. Ce n'est pas techniquement un projet, mais nécessite toujours une analyse d'affaires. Et puis, nous passons au domaine stratégique, où je vois l'analyse d'affaires évoluer. Si les projets visent à apporter des changements, comment déterminions-nous les changements à apporter? Bien faire les choses n'a vraiment d'importance que lorsque nous faisons les bonnes choses. Ce qui nous amène à le redoutable piège de la valeur. Vous m'avez peut-être entendu dire que si nous n'offrons pas de valeur, pourquoi le faisons-nous? Mais qui définit la valeur? Ce qui est précieux pour quelqu'un ne peut ne pas être pour quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà participé à un projet qui allait résoudre tous les problèmes de vos parties prenantes pour découvrir qu'elles n'aimaient pas votre solution et ne l'utilisaient pas? Alors que nous pensions que nous apportions de la valeur, en fin de compte, cela n'en fournissait aucune. Qu'en est-il d'un projet où, en fin de compte, les parties prenantes se sont plaintes que la solution ne résolvait pas leur problème, mais après examen, vous expliquez que vous avez livré ce qui avait été demandé? Dans les deux cas, nous sommes tombés dans le piège de la valeur, le piège qui existe lorsque nous interprétons la valeur différemment de nos parties prenantes. Nous devons y faire attention et suivre la règle du platine, qui est légèrement différente de la règle d'or. C'est-à-dire que nous devons faire aux autres ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Une différence pas mal compliquée. Alors, qu'en est-il des données? Est-ce que quelqu'un s'en soucie? Comprenez-vous son importance? Vos organisations comprennent-elles votre importance dans les initiatives en matière de données? Devons-nous décoller les couches et les regarder de plus près? Cette diapositive est très occupée. Il s'agit moins d'une diapositive que d'une infographie. Je ne vais pas passer en revue tout le texte, mais il y a quelques points saillants que je voulais souligner. Tout d'abord, cette information provient d'une étude d'un an que nous avons entreprise pour découvrir la pertinence de l'analyse d'affaires sur les initiatives de données. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez trouver l'étude sur eiba.org. L'étude montre comment les organisations qui utilisent des praticiens de l'analyse d'affaires dans le projet de données ont plus de succès et obtiennent plus de résultats. Les preuves ont montré que le fait d'avoir un analyste sur votre projet a conduit à un plus grand succès avec une plus grande valeur, retour sur l'investissement, de 65%. En aucun cas, une initiative sans un praticien de l'analyse d'affaires n'a fait la même chose, ou mieux que celle avec un praticien. Pour moi, cela prouve que l'analyse d'affaires est nécessaire sur ces types de projets, et à mon avis, tous les projets. C'était une recherche incroyable. Ouais. Lorsque nous avons parlé aux dirigeants, 75% d'entre eux pensent que leurs entreprises seront guidées par les données et encore plus pensent que le secteur sera perturbé au cours des 2 prochaines années nécessitant data et analyse d'affaires pour aider à faciliter ce changement. Encore des statistiques incroyables.
Ensuite, nous avons découvert que les compétences en analyse d'affaires seront très demandées. 41% des organisations estiment que la demande sera beaucoup plus importante que l'offre. Le besoin de nos compétences ne cesse de croître. La recherche a été une révélation pour de nombreuses organisations et nous sommes heureux de découvrir que notre profession est non seulement en pleine croissance, mais qu'elle est essentielle au succès organisationnel. L'adaptation. Ainsi, l'adaptation est importante. Sommes-nous tous d'accord? Nous devons être capables de nous adapter aux situations, utiliser les outils et les techniques nécessaires pour réussir à apporter ces changements, n'est-ce pas? Au cours de la dernière décennie, j'ai entendu beaucoup de discussions sur l'importance de l'agile et sur le fait que l'agile était la seule voie à suivre. Mais de plus en plus, les organisations suggèrent que les guerres méthodologiques du passé sont terminées. Agile est un outil, tout comme la cascade. Si vous avez un clou, vous utilisez un marteau. Si vous avez un vis, vous utilisez un tournevis. La meilleure méthodologie est celle qui vous permettra d'obtenir le résultat que vous désirez, et non l'un sur l'autre. Agile nous permet d'apporter des changements rapidement et de préserver et pivoter au fur et à mesure, mais génial pour certains types de projets. Cependant, je n'utilisais jamais une approche agile dans la mise en œuvre d'un système ERP pour une industrie hautement réglementée. Ce n'est pas approprié. Dans certains cas, il y a des clous et dans certains, il y a des vis. Mais les guerres de mythologie sont finies. Heureusement. Notre capacité d'adaptation est fondamentale à tout ce que nous faisons. Nous sommes des agents de changement et notre capacité d'adaptation a été mise à l'épreuve en raison de la pandémie. Ici à Calgary, avant le début de la pandémie, les organisations, probablement même qu'à Montréal, mais les organisations croient qu'elles ne pourraient jamais travailler à domicile. Ce n'était pas possible et les gens devaient être au bureau pour que le travail soit accompli. Soudain, avec les ordres de travail à distance en place, les organisations se sont retrouvées à se demander comment pouvons-nous nous agiter à distance? Le contexte provoqué par la pandémie les a amenés à repenser leur position sur le travail à domicile. Nous devons continuer à repenser notre vie professionnelle. Cesser de nous dire que quelque chose ne peut pas être fait et commencer à nous demander ce qu'il faudrait pour que quelque chose réussisse. Cette perspective est un énorme changement d'état d'esprit dans notre façon de penser et nous permet de mieux nous adapter. Ces mêmes organisations qui ont soudainement voulu travailler à domicile ont été confrontées à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les organisations ont décidé de demander à leur personnel d'acheter l'équipement nécessaire pour travailler à distance. Tout en même temps, il y avait une pénurie de webcams, d'ordinateurs portables, d'imprimantes, de toutes les autres technologies nécessaires pour travailler à domicile. Vous avez peut-être entendu parler de la pénurie de papier hygiénique au début de la pandémie, mais l'équipement technologique n'était pas loin derrière. La vitesse d'adaptation est stupéfiante. Pensez-y, il ne sera plus jamais aussi lent qu'il est actuellement. Vous êtes occupé? Il se passe beaucoup de choses. Les choses changent de plus en plus vite. Mais je vous le demande, êtes-vous toujours pertinente?
vos outils et techniques sont-ils à la hauteur de la tâche? Nous avons un chapitre aux États-Unis où de nombreux praticiens de l'analyse d'affaires ont été mis à pied au début de la pandémie et ont eu du mal à trouver du travail par la suite. Ils étaient en concurrence avec des praticiens certifiés qui utilisaient les derniers outils et techniques où ils avaient stagné et étaient des ressources précieuses, mais n'avaient pas suivi leurs compétences. Et toi, vos compétences sont-elles là où elles doivent être? Heureusement, en venant ici, vous cherchez au moins à développer vos compétences. Très bien fait. Excusez-moi. Et enfin, qu'en est-il de nos processus? S'appuie-t-il sur des processus externes où nous n'avons aucun contrôle? Je viens de terminer une rénovation de ma cuisine et on m'a dit que je devrais attendre 8 à 10 mois pour un nouveau réfrigérateur. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à faire face à des facteurs indépendants de notre volonté en raison de perturbations? Nos processus ont des constantes et des hypothèses sous-jacentes. Les avons-nous testés? Un de mes amis était responsable de la continuité des activités et on lui a dit que l'organisation qu'il venait de rejoindre effectuait des sauvegardes nocturnes des bases de données et qu'elles étaient bien protégées contre les catastrophes. Puis, il leur a demandé quand la dernière fois qu'ils avaient testé leur capacité à restaurer les sauvegardes. Ils ont découvert que les sauvegardes n'étaient pas réellement en cours d'enregistrement et qu'on ne pouvait pas restaurer à partir des sauvegardes comme ils l'avaient espéré. De toute évidence, on a mis à apporter quelques changements à son processus de rétablissement et en ce cas de catastrophe, il est maintenant prêt. Je m'excuse. Nous avons parlé d'adaptabilité, la nécessité de pouvoir s'adapter au changement, mais le risque est partout. Pensez-vous à cela? Vos dirigeants le sont certainement. Le risque est ce qui les empêche de dormir la nuit. Ils ne se demandent plus s'ils auront une cyberattaque, mais quand cela se produira. Quels sont les autres risques existants? Êtes-vous prêt pour la prochaine perturbation? J'espère que ce ne sera pas une pandémie, mais il y a des facteurs externes qui influenceront votre organisation. Êtes-vous prêt à d'autres perturbations? Étant issu du milieu de l'énergie, je me demande ce qui se passera lorsque nous passons des véhicules à essence aux véhicules électriques. Le réseau électrique au Canada ne peut pas supporter la charge. Alors, que faisons-nous à ce sujet? Qu'arrive-t-il aux stations-service? Vont-ils faire faillite ou vont-ils simplement se convertir à des bornes de recharge électrique? Un véhicule électrique ne peut pas se recharger en 5 minutes à la pompe. Alors, comment cela affectera-t-il les gens et leur vie quotidienne? Ce sont tous des risques de perturbation et c'est aux praticiens de l'analyse d'affaires, comme nous autres, de commencer à penser aux perturbations et à la façon dont nous allons les gérer. Sommes-nous prêts à voir ces risques avant qu'ils ne se développent? Comment sommes-nous, en tant que praticiens, prêts à
défendre nos organisations. Mais les résultats sont importants. Voici quelques éléments à prendre en compte. Nous devons être plus stratégiques. Nous devons conduire nos organisations dans la bonne direction. Nous devons maximiser la valeur pour nos organisations. L'analyse d'affaires demeure fondamentale pour nos organisations, mais nous devons la pratiquer de manière professionnelle. Nous devons nous tenir à un niveau élevé et élever nos capacités et nos compétences pour mieux servir notre profession. Nous pouvons faire presque tout ce que nous voulons. Nous devons prendre de recul et nous demander si ce que nous faisons offre le plus de valeur. Nous devons faire preuve de diligence pour offrir de la valeur à nos parties prenantes. Perspectives d'avenir. Ainsi, permettez-moi de conclure la séance avec quelques perspectives d'avenir. La première, c'est devenir apprenant à vie. Ne stagnez pas et ne pensez pas que vous en savez assez ou que les outils, les techniques que vous utilisez sont suffisants pour les problèmes de demain. Soyez vorace dans votre quête de mieux faire les choses et d'en apprendre davantage. Collaborez avec vos parties prenantes et rappelez-vous que les solutions ne sont pas l'état final souhaité. Nous examinons les résultats. C'est une différence très subtile. Restez flexible. Les compétences d'un analyste d'affaires sont importantes. Vous avez également besoin de compétences générales. Et si je devais vous laisser avec deux dernières pensées, je vous suggérerais de devenir un conseiller de confiance pour votre organisation. Quelqu'un qui vient à vous quand il y a une opportunité ou un problème. Je vous suggère également de redonner à la profession, aider la profession à grandir et cultiver de nouveaux praticiens qui voient les opportunités que vous voyez actuellement. Si la demande augmente de façon exponentielle, nous devons développer notre communauté pour la soutenir. Au nom de IBA, merci de faire partie de notre communauté. Merci beaucoup. Merci, merci Jared. Super belle présentation puis une belle perspective sur l'avenir. Un avenir qui s'annonce super pour nous comme analyste d'affaires, c'est certain. Maintenant, j'ouvre le plancher à des questions. Seulement, vous avez des questions. N'oubliez pas que Jared, c'est le bras droit du président de l'IBA Global, Delvin Fletcher. Fait que toutes les questions sont permises. Puis Jared va essayer d'y répondre le mieux possible. George, toutes les questions sont possibles, mais les réponses, on verra. Oui, on verra. S'il y a des questions, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous êtes. Et heureusement, moi, je vais commencer avec une question. Moi, je suis très curieux. Tantôt, j'ai parlé du... je vois, j'ai une question ici, mais Emily, on va revenir à toi tantôt. C'est toujours Emily. Oui, mais ma question, tantôt, on a parlé du trajet du Babok, que le Babok V3 a fait depuis 2005. Maintenant, on est dans le mode de vraiment rendre le IBA, le I international, avec tous les langues que le Babok était traduit, ainsi que les examens de certification. La question qui nous est posée souvent dans les chapitres, pas ici seulement à Montréal, mais aussi dans les autres chapitres, à quand
le V4? Puis quoi? Très bonne question, Georges. Puis le V4, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Ça ressemble à quoi un V4? 1000 pages? C'est quoi? Ça se peut qu'il n'y a pas de page. Est-ce que le V4 doit être un livre comme les autres versions? Ou est-ce que c'est un ensemble de vidéos, de podcasts, de quoi que ce soit, là? On ne sait pas encore. Nous sommes en train de faire reviewer le core standard, qui est la base de la guide BABA. Puis, on verra. Je ne sais pas la date, mais probablement, non, pas probablement, pas cette année, probablement 23, peut-être 2024. Ça, je ne sais pas. OK. Puis, quelque chose on a bien aimé, beaucoup de gens ils ont mentionné ça, au lieu de penser un V4 parce que entre le V2 et le V3, ça a doublé en épaisseur, là, si on regarde le livre physiquement. Mais qu'est-ce qu'on a bien aimé avec le V3, c'est qu'elle est toujours aussi pertinente en 2015 qu'elle l'est en 2022, 7 ans après. Et l'autre affaire qu'on a remarqué, c'est les ajouts ont été faits par des extensions. Puis des extensions de qualité. Quand je regarde le POA, le Product Owner Analyst Extension, là, super bien, beaucoup d'images, beaucoup des cas d'études et tout. On a vu une maturité dans la documentation aussi. Puis on espère que ça va continuer dans cette veine-là aussi. Ça se peut, oui. Je ne pense pas que le V4 sera nouveau. Pas que, il y avait beaucoup de changements entre V2 et V3. Mais le BABOK, c'est le guide fondamental. Et les fondamentales ne changent presque pas. C'est c'est quoi le mot que je cherche? Les extensions, comme l'extension agile, sont des changements de contexte, mais pas de changements de cœur. Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on a vu, puis il était bien ficelé aussi. Toutes les extensions se rattachent au BABOK, qui est super bien aussi. Fait que c'est très bien. On va aller avec Émilie. Émilie a toujours des bonnes questions. Puis je suis content d'avoir Émilie. En passant, ceux qui ne connaissent pas Émilie, Émilie, c'est notre directeur régional du Northeastern Region. Fait que Émilie, le micro est à toi. Merci, Georges. Merci, Jared. J'ai une question. En parlant du COVID et la pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire comme les analystes d'affaires à aider nos collègues et les gestionnaires et les clients à adapter au retour au bureau? Pour moi, je pense que la culture, le modèle à travailler, du travail, ça va changer. Je ne sais pas comment le retour au travail pourrait ne pas changer. Ça doit, absolument, ça doit changer. Comment est-ce qu'on peut aider nos collègues? Mais je pense qu'avec la pandémie, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on doit penser aux autres. Tout le monde soit veulent retourner ou non. On doit être très patient. On doit être plus sympathique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je crois aussi que les gestionnaires doivent avoir les expectations plus raisonnables. Oui. Moi aussi. Oui. On a beaucoup de questions qui rentrent maintenant, Jared. Puis des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on dit en québécois? Des questions cochonnes.
Ah, des cochonneries, OK. Non, non, pas des cochonneries, des bonnes questions, des bonnes questions. À quand, ça vient de Georgia, à quand la certification CEBAP en français? En canadien-français. Le CEBAP en français, Ouais. en français canadien, ça vient. Comme vous avez déjà remarqué, nous avons de Babok en chinois, en anglais, en japonais, en allemand, en russe, en français standard, français canadien, puis nous travaillons pour Babok en portugais, en espagnol, en arabique. Le ECBA, c'est la première étape. CEBAP, c'est pas loin plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus Malheureusement, tard. oui. Oui. Puis, il y a deux facettes à cette question-là. N'oublions pas, il y a la partie IBA globale font beaucoup pour les traductions aussi, mais beaucoup s'appuient sur les volontaires, les bénévoles aussi, qui travaillent de très près. C'est beaucoup d'heures. Les gens qui ont travaillé sur les traductions en canadien-français standard et toutes les autres langues, ça demande beaucoup de temps. Fait que il y a deux parties à cette équation. Fait que oui, le CEBAP va être un petit peu plus long à faire. Le CBA, c'est assez, l'examen est plus court, mais le CEBAP, ça va être beaucoup plus d'ouvrage, puis ça va prendre la bonne planification. Mais le Les bonnes- ECBA, c'est une certification de connaissance, pas d'application. Donc, le CBAP sera plus difficile, Hmm. je pense. Une autre question qui arrive ici de bonjour, comment savoir si on apporte de la valeur? Comment qu'on sait qu'on porte de la valeur? On lance ce mot-là, valeur, 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 mais comment qu'on sait qu'on porte de la valeur? Y a-t-il quelque chose qu'on peut mesurer la valeur? Mais c'est une très bonne question. Mais pour moi, la valeur, c'est que nos parties prenantes nous montrent que nous avons donné de la valeur. C'est que si nous ne donnons pas de valeur, nos parties prenantes nous le disent, certainement. Alors, si les parties prenantes ne montrent pas que la valeur, nous le savons tout de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, on devrait le savoir en parlant avec le client. C'est certain, avec les communications, c'est une mesure de la valeur. On peut faire des sondages avec nos parties prenantes. Il y a différentes façons. On peut mesurer avec des KPI, des indicateurs clés de rendement aussi. Ça, c'est plus objectif. Mais souvent, juste avec la bonne communication, et souvent, pas à la fin d'un projet, mais à différentes étapes, avoir qu'est-ce qu'on appelle le agile mindset, c'est de chercher le feedback le plus rapidement possible. Et comme ça, c'est une bonne façon de aussi sonder si on livre la valeur. Puis on pose des questions aux parties qui reçoit la valeur, qui est le partie prenante, nos clients. Qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois a apporté de la valeur à vous? Fait que des fois, c'est tout simplement poser la question aux gens qui sont impliqués, qui sont visés, qui sont ciblés. Fait que, encore, on revient à la fameuse mot communication que des fois on fait plus ou moins bien. Des fois, on dit, ben oui, on a construit un site web, puis l'info est tout là. Mais est-ce que vous avez eu le temps d'aller le voir? Fait que des fois, des communications simples peut aider des choses. C'est certain, avec le COVID, on n'a plus les poignées de main, les serrés de main et tout, les petits cafés et tout, on n'a plus ça. On a perdu ça un peu, ces contacts-là, les contacts humains, mais il reste qu'il y a d'autres façons d'aller sonder la valeur aussi. Hein? Et je crois que Yves dans le chat a raison que the voice of the customer. Oui. C'est toujours le customer. C'est quoi le mot customer en français? Le client. Client, ouais. oui.
Le demandeur ou encore le client. Oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai. On retourne à des, tu sais, on appelle ça old school, là, mais c'est qui on le fait pour qui? On le fait pour le client, c'est nos clients. Ça peut être des clients internes, ça peut être des clients externes, ça peut être même des fournisseurs aussi. Fait que, encore, moi j'utilise le terme partie prenante, stakeholder, encore plus large comme mot. Mais oui, c'est ça. Ah, la valeur est comme la beauté, c'est dans l'œil de celui qui le voit, oui, c'est vrai. Absolument. Oui, oui, j'aime ça. Beauty is in the eye of the beholder, comme on dit en anglais. Comment le métier analyste d'affaires évoluerait-il dans les 5 ou 10 prochaines années? Comment tu vois ça dans les 5, 10 années? Est-ce que le titre va changer? Qu'est-ce qu'on va faire que va changer? On entend parler beaucoup de AI, Artificial Intelligence. On entend parler du 5G, puis tout le monde dit, ah oui, we're going to be on 5G and AI. En 5 ans, 10 ans, est-ce que ça va vraiment changer? Qu'est-ce qu'on fait comme profession, comme métier? Je pense que oui. Je pense que les projets ne seront plus. Il n'y a plus de projets. Et le projet a une date de commencement et de fin, une durée fixe. Puis, je crois pas que les projets vont être là dans probablement une dizaine d'années. C'est toujours des produits, pas des projets. Je pense que les praticiens de l'analyse d'affaires seront plus stratégiques et moins opérationnels. C'est ce que moi je pense. Ça se peut, je ne sais pas. Oui, c'est un bon point. Dans le Product Ownership Analyst, dans la documentation, en tout cas, on parle du rôle de l'analyse d'affaires comme un Product Owner Analyst. Puis aussi, on mentionne le rôle, beaucoup de stratégie, le rôle stratégique de l'analyste d'affaires. Puis on parle moins de projets, on parle de produits, puis on parle même de product management, tu sais, product management, product ownership, puis le rôle de l'analyste d'affaires. Fait que oui, c'est un bon point, là. On s'en va vers cette tendance-là et on est déjà dedans. Fait que oui, c'est quelque chose on va voir évoluer avec le temps aussi. Puis je suis très content aussi que le IBA ont introduit le POA ainsi que la certification du Product Owner Analyst. Mais prenons le iPhone. Au début, c'était un projet. Et de plus en plus, c'est un changement continuel du modèle. Ce n'est plus un projet, c'est une évolution. Je pense que ce sera la même chose pour l'analyse d'affaires. Oui, oui. C'est un bon point. Alors, je vois que Émilie a une question. Émilie, je vois ton... Il y a toujours des questions. Non, j'ai juste oublié à baisser ma main. Ah, OK. J'ai un petit commentaire. J'ai appris la semaine passée au colloque BA and Beyond que les analystes d'affaires ne livrent pas la valeur. On facilite les entreprises à livrer la valeur. C'est vrai, c'est tellement vrai. Souvent, on dit, tu sais, moi, j'ai créé un document. Moi, j'ai fait ça. On devrait laisser tomber le moi. Puis moi, j'utilise souvent le mot co. En anglais, on dit co. I co-construct, co-design. Collaborate starts with 2 letters, C-O, C-O. On a fait un process mapping. On a fait, c'est mon process map. C'est pas votre process map, c'est leur process map. Fait que, encore le mot de travailler avec les autres pour les aider à livrer la valeur. Oui, on est le chaînon manquant des fois et le provocateur. Et bon, pour ça que le prix, on a parlé le prix Graal, le L, c'est leadership. Leadership of what? Leadership of change, le changement. On mène le changement, mais avec les parties prenantes, en travaillant avec les parties prenantes. C'est tellement important. Exactement, Émilie, tu as vraiment
dit les bonnes choses. Mais oui, le CO, c'est tellement important. En anglais, on dit co-design, co-construct, co-design. Tout commence avec en travaillant avec nos parties prenantes. Je regarde dans le chat rapidement pour voir s'il y a d'autres questions. Genre, est-ce que j'ai manqué des questions? Il y en avait, effectivement, c'est des conseils très, très larges, des conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui commence en analyse d'affaires, comme on disait, à part de lire le Baboc. Il y en a beaucoup. Oui, Jared a parlé beaucoup. Oui, il faut qu'on ait investi. On dit en anglais souvent keep the saw sharp, aiguiser l'aiguine. Dans quelle direction je dois aller. Mais encore, souvent, quand les gens me posent ces questions-là, ils disent fais un SWOT. Fais un SWOT de vous-même. Que sont vos forces, vos faiblesses? Que sont les opportunités et les menaces? En regardant vers le futur, puis il dit, OK, je vais travailler sur ces points-là dans le futur. On fait ça avec nos projets, on fait ça avec nos produits, on peut le faire avec soi-même aussi, faire un SWOT de vous-même, puis suite à ça, mais là, vous faites de la planification en conséquence. Encore, soyez raisonnable, soyez smart quand vous faites vos objectifs. Puis encore, ce sera peut-être un tremplin pour aller vers l'avenir. Oui. Il y a une... Oui. Il y a une saying en anglais que don't rest on your laurels. Ne sois jamais satisfait avec ce que vous avez fait. Toujours essayer de vous améliorer. Oui. Puis, il faut qu'on s'améliorer, puis aussi s'adapter. L'exemple que tu as donné, Jared, était vibrante. C'est des gens qui ont perdu l'emploi. Nous autres, qu'est-ce qu'on a vu, surtout ici à Montréal, c'est que le nombre, la demande pour les analystes d'affaires ont augmenté avec le COVID. Les gens cherchaient à modifier des processus très rapidement. Il y avait besoin de cette skill set-là. Puis, si les gens ils se gardent pas à jour, exemple avec les différentes techniques, les approches et tout, mais ils vont se faire dépasser, c'est certain. Mais ton exemple était tellement vibrant, c'est incroyable. Je vois que Pierre Armand a la main élevée. Pierre, veux-tu partager ta question avec nous? Merci. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on te voit, puis on t'entend. OK. Fait que tu es maintenant une vedette ce soir. Merci. En fait, déjà, je voulais remercier la réponse qu'il y a eu sur la question de savoir ce que va devenir le métier dans 5-10 ans. Et en effet, je réfléchissais beaucoup sur ça et je me disais, effectivement, peut-être le métier, les projets vont disparaître. Il n'y aura plus de projets. Ça m'a marqué. D'ailleurs, que moi, j'aime la notion d'aller vers des produits. Parce que même dans mon travail aujourd'hui, on est de plus en plus dans une dynamique de produits, en fait, quoi. Et l'autre question qui m'a touché, c'est par rapport au Baboc tout à l'heure. Je me dis peut-être même le Baboc, le futur, c'est je suis même pas sûr qu'on devrait encore avoir un Baboc. Peut-être avoir une collection, comme quelqu'un avait dit, de webinars, de vidéos qui démontrent le métier. Je pense, et je suis aussi, moi, véritablement attiré, impressionné par le fait qu'on va vers des analystes d'affaires étant de plus en plus des personnes stratégiques au cœur du métier. Et ma question est, pour revenir, aujourd'hui, il y a une collision dans des compagnies qui veulent implémenter l'agilité entre les analystes d'affaires et les PO. D'autant plus que dans l'agilité, on ne parle pas expressément du rôle d'analyste d'affaires. Comment vous voyez ça? Est-ce que l'agilité va aller vers le sens d'impliquer, d'introduire la notion d'analyste d'affaires de plus en plus? Et comment, vous dites en anglais, comment thread the needle entre les PO et les analystes d'affaires vraiment dans un monde agile?
je ne sais pas comment répondre. Je pense que l'analyste d'affaires, le rôle, n'est pas aussi important que la discipline de l'analyse d'affaires. Le rôle, tout le monde fait le rôle. J'ai un ami qui est à Saint-Louis. Elle est une infirmière. Elle fait de l'analyse d'affaires à tous les jours. Sauf qu'elle n'est certainement pas une analyste d'affaires. Alors, les product owners doivent aussi faire de l'analyse d'affaires. Nous le faisons tous. Alors, le titre ou le rôle que vous avez, il n'y a pas de nécessité d'avoir un titre d'analyste d'affaires. Complètement d'accord avec toi, Jared, là-dessus. On voit ça de plus en plus, le titre en anglais, on dit analyst ou YST versus SIS, qui est le verbe. C'est l'action, c'est les compétences, c'est qu'est-ce qu'on fait qui est ça. Moi, j'ai eu des physiothérapeutes qui sont devenus les meilleurs analystes d'affaires. Ils ont quitté même le métier, mais c'est malheureux, ils ont quitté le métier parce qu'une des compétences qu'ils avaient, c'est de poser des bonnes questions le partie prenante. Ils sont devenus des analystes d'affaires dans le monde high-tech. Ils n'ont jamais pensé, ils ne voulaient jamais aller dans cette direction-là, mais ils sont ramassés là par le rebound. Il y avait des compétences qui étaient... Eux autres pensaient que c'était naturel pour eux, mais ce n'est pas naturel des fois d'être dans ce rôle-là, puis ces compétences-là. C'est des compétences à développer certains. La deuxième partie de ta question pour le product ownership et tout, je t'invite, Pierre, de voir le product owner analyst de l'extension. Très bien expliqué le rôle de l'analyste dans product ownership avec project management, avec Agile, même avec le waterfall, le cascade et tout. Bien expliqué. Malgré qu'il y a beaucoup de chevauchement, ça c'est certain, il va toujours avoir du chevauchement, c'est certain, mais je trouve que c'est un des meilleurs documents que le IBA ils ont publié, c'est le dernier, c'est le bébé, le POA. Ces dernières années, oui. Merci beaucoup, Georges. Juste pour rebondir à ce niveau, quelqu'un a dit aussi comment on livre de la valeur. Je pense que c'est Émilie qui a dit on ne livre pas, on facilite les entreprises à livrer de la valeur. Et je pense, Georges t'a dit, il y a des gens qui disent moi, je produis un document. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je dis souvent, je n'ai lu ça nulle part, mais je me dis non, l'analyste d'affaires ne livre pas, même ne facilite pas, comme dit Émilie, l'entreprise à livrer de la valeur par la production des documents. Non, c'est par la production des fonctionnalités ou des services qui, eux, à leur tour, amènent de la valeur aux stakeholders. Parce que moi, je dis souvent, je ne suis pas là pour produire des documents, mais pour amener l'entreprise à produire des produits ou des solutions qui vont faciliter, qui vont amener de la valeur à l'entreprise. Oui, puis on dit en anglais « means to the end ». Oui, ça prend ça prend des documents quelconques, mais combien de documents, quelle sorte de documents et tout, mais c'est pas le but. Le but, c'est de travailler avec nos parties prenantes pour que la valeur soit livrée de son point de vue aussi, la valeur. Et pour ça, c'est les communications qui est le meilleur barème de ça. Et la communication fréquente, pas la fin d'un projet ou la fin d'un release ou même mais en Agile, si vous travaillez en Agile, vous travaillez avec des sprints. Si vous travaillez avec des sprints de 30 jours, c'est à la fin de 30 jours. Mais il n'y a rien qui vous empêche à tous les jours, quand vous faites vos stand-up, vos scrum et tout, c'est une autre façon d'aller chercher des feedbacks puis d'ajuster les cadrans. Mais oui. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre. Merci.